Les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire seront élus à partir du 20 octobre. À quelques jours du début de la campagne, une liste alternative sera déposée cette semaine. Adrien Godet a rencontré ses représentants. Ils iront jusqu'au bout. Pour ces entrepreneurs ligériens, une liste alternative lors des prochaines élections de la CCI est indispensable. Ils le disent, la position unilatérale de l'équipe en place en faveur du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a été l'élément déclencheur. Quand vous recevez un document à sens unique qui vous dit « votez ci parce que c'est un équipement qu'il faut », comme s'il y avait un chef et qu'on devait absolument le suivre, ça c'est pas possible. Il faut revoir ces choses-là. Et c'est vrai que ça ne nous semble pas la priorité. Nous voulons avant tout, à travers cette liste, être une force de proposition. Les entreprises dans le Loire-Atlantique ne sont pas monolithiques. Ces entrepreneurs défendent de leur côté la rénovation de l'aéroport Nantes-Atlantique, une option moins coûteuse et suffisante selon eux pour répondre aux besoins du département. Notre-Dame-des-Landes, ça ne va jamais faire gagner du temps à personne. Alors que faire le tramway pour venir ici, ça fera gagner du temps à plein de gens. Améliorer la rocade, améliorer la gare, tout ça, ça fait gagner du temps, donc de l'argent à plein de gens et à plein d'entreprises. Ça, c'est des vrais problèmes. Mettons l'argent sur des trucs qui vont vraiment aider la vie des gens et la vie des entreprises. Cette liste alternative annonce déjà un programme pragmatique et visionnaire dans les prochaines semaines. À l'heure où les menaces d'évacuation se font de plus en plus pressantes, comment vit-on sur la ZAD ? Une rencontre avait lieu ce lundi soir à Saint-Herblain. De nombreux habitants sont venus écouter ce qu'on appelle les zadistes. Voici en vert sur ce plan ce qui a réuni près de 300 personnes hier soir à Saint-Herblain. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ceux qui occupent la zone depuis 2009 ou bien avant encore, comme Marcel Thébault, producteur de lait dans la commune depuis de nombreuses années, est venu témoigner de sa vie au quotidien sur la zone d'aménagement différé. Nous, en 2012, en 2009, on a eu nos premières réactions étaient un peu distantes de regarder arriver les gens qui n'avaient pas les mêmes tenues que nous, qui n'avaient pas les mêmes horaires que nous, pas la même façon de vivre. Et petit à petit, on s'est rencontrés. Et je ne sais pas s'ils ont raison dans tout ce qu'ils expérimentent, mais je trouve qu'il faut regarder ça avec une extrême bienveillance, le fait qu'il y ait des gens qui essaient de fonctionner autrement. Mais je comprends que ça puisse être dur d'accepter ça pour des gens qui sont un peu sur la défensive, dans une routine. Voilà, la différence est normale. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment les inviter à venir côtoyer, quand il y a une porte ouverte, quand il y a une activité, venir côtoyer ce qui se passe chez nous. Tenter durant cette soirée de redorer le blason d'un lieu souvent décrié. Communiquer alors que l'annonce de l'évacuation de la ZAD est pourtant devenue réalité. Faire la communication, parler de ce qu'on vit, même si demain ils viennent expulser, je pense que ça interpellera des gens et puis ça pourra donner des envies à d'autres en fait, pour recréer ce qui se crée ici aujourd'hui. Nous on est confiants parce qu'on sent qu'il y a une énergie très forte en fait, pour nous soutenir, pour soutenir les paysans qui sont impactés, les habitants et les occupants qui sont arrivés depuis 2007. Donc on se sent optimiste parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce qui se passe et qui ne veulent pas du tout de ce projet-là. Prochain rendez-vous contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, le samedi 8 octobre. La CGT appelle à une mobilisation ce mercredi matin devant la centrale de Cordemais, alors que le comité central d'entreprise entérinera officiellement à Paris la fermeture d'ici 2018 des tranches fonctionnant au fioul. Le syndicat prendra la parole pour tenter de mobiliser les salariés contre une éventuelle fermeture totale du site à moyen terme. Les salariés de l'entreprise Tipiac ont débrayé ce mardi matin à Saint-Herblain. Ils réclament des augmentations de salaire et une meilleure considération des CDD notamment. Écoutez Christophe Branger au micro de Julien Herpin. L'augmentation de salaire, donc cette année on a eu 0. Ils ont dit si vous ne prenez pas ce qu'on vous donne, donc on a été jusqu'à 0,75. 0,75 de nos salaires ici c'est ridicule. Je crois qu'on doit arriver à même pas 10 € par mois. On a refusé cette proposition, donc ils nous ont mis 0. C'est des conditions de travail avec des cadences assez fortes. Le travail est dur, ça c'est sûr, c'est un travail d'usine qui est dur. Mais après, il y a une organisation désastreuse. Il y a une mauvaise organisation, on n'arrête pas de le remonter à la direction. Et à côté de ça, on a des gens qui ne sont pas augmentés. Après, une pression de si on fait une erreur en tant que CDD, on peut ne pas être rappelé. Donc tout ça, ça mène à forcément des dépressions, des prises de médicaments. Rentrée rime avec nouveauté pour la radio France Bleu Loire-Océan. 15 heures de programmes locaux supplémentaires chaque semaine et un animateur désormais dédié à l'infotrafic. L'infotrafic, c'est un service à part entière, c'est-à-dire que nos auditeurs ont besoin d'avoir des éléments quand ils se déplacent d'un point à un autre dans leurs habitudes. Tiens, mon tramway, est-ce qu'il fonctionne, mon TER, mon bac de Loire, et puis évidemment
avoir des infos quand il se passe quelque chose. Tiens, tout à coup, le pont de Cheviré est bloqué, pourquoi? Donc pour cela, nous avons dédié un animateur le matin et le soir à cet infotrafic, de façon à ce que les animateurs qui ont des invités en studio puissent se consacrer pleinement à leurs émissions. C'est donc une façon de rendre ce service au plus près, d'être efficace, d'être pertinent. C'est une ancienne journaliste nantaise qui se lance dans le spectacle d'humour, un one-woman show basé sur la dérision de son ancien métier. Un spectacle à voir à partir de ce mardi soir. Jean-Michel Naga a assisté à sa dernière répétition. C'est le moment où on commence à parler comme ça, dans les commentaires des reportages. Et ce qui est super bizarre, c'est que personne ne nous a jamais demandé de parler comme ça. J'ai vu monsieur Dupont de Ligonnès, la semaine dernière. Ah non, moi je dis rien, moi je suis pas une balance, hein, je dis rien. Va chez moi, là derrière, la place derrière la boulangerie. Il y a un gros mythe autour du journalisme. Quand on dit à quelqu'un « ouais, je suis journaliste », c'est « oh la vache, c'est génial, j'aurais adoré faire ça, tu dois avoir plein de gens en permanence ». Et le fait est que ce que je raconte dans mon spectacle, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans la presse, donc ça s'est vraiment beaucoup précarisé. Voilà, ça fait 2 mois que je suis là et j'ai eu 9 CDD en 2 mois. Et du coup, je voulais savoir s'il était possible de régulariser ou peut-être allonger les périodes de CDD pour que j'ai une petite visibilité. Le spectacle vivant, c'est un milieu qui est encore plus précaire que le journalisme. Donc là, je le fais, j'en profite parce que ça fonctionne, mais peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Donc là, j'en profite à fond, quoi. Il s'agirait de te confier les rênes d'une émission de A à Z sur un sujet hyper concernant puisqu'il touche 1 Français sur 3. Il s'agit des hémorroïdes. La misère. Non mais la misère. Là, tu te dis, mais qui va vouloir me parler devant une caméra de veines qui gonflent dans son cul? C'est la 6e recrue du Mercato. L'ancien international français Charles Nzogbia vient de s'engager pour une saison au FC Nantes. Le milieu de terrain offensif évoluait depuis 12 ans en Angleterre. Les volleyeuses du VB Nantes connaissent leurs adversaires pour les 8e de finale de la Coupe de France. Le 22 novembre, elles affronteront le club du Constantia Strasbourg. D'ici là, premier match amical prévu mercredi 21 septembre face à Poitiers. Lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, c'est l'objectif que s'est donné un collège à Saint-Herblain. Il expérimente un dispositif qui met à contribution les élèves. Pour qu'il y ait une situation de harcèlement, il faut qu'il y ait minimum 3 postures, on va dire. Il faut qu'il y ait un harceleur, un harcelé, ça paraît logique, mais surtout des spectateurs. C'est-à-dire que ça prend de l'ampleur à partir du moment où il y a des spectateurs et qui valident l'insulte, qui valident, qui rigolent. Et c'est ce qui fait d'autant plus mal. On va dire qu'on pourrait même considérer que finalement la douleur d'un élève peut être proportionnelle au nombre de personnes qui sont au courant de la stigmatisation et de la mise à l'écart. Donc ça peut se passer en direct en classe, mais ça peut se passer à la cantine avec un élève qui mange tout seul. Ça peut se passer sur Internet parce qu'on va prendre une photo, on va diffuser ou propager des rumeurs. Et la souffrance va être proportionnelle au nombre potentiel de personnes touchées. Vous avez mis en place cette action qui se passe dans le collège de Chantenay. Comment ça s'est passé ? Eh bien, très concrètement, il a fallu d'abord convaincre des adultes que finalement l'intervention d'élèves au sein d'une classe ou au sein de la cour, ça pouvait être quelque chose d'assez positif. Leur expliquer aussi ce que c'était que finalement une intervention communautaire, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de détecter qui potentiellement se retrouve dans une situation de harcèlement, il s'agit aussi de prévenir, de faire en sorte que la souffrance n'arrive pas ou qu'elle s'arrête suffisamment tôt. Et donc les enfants sont plus à même d'intervenir dans le sens où ils sont les premiers au courant et qu'en général les adultes sont les derniers informés. Et donc du coup, une fois qu'on s'est mis tous d'accord sur la façon dont il fallait intervenir, c'est venu assez naturellement que des élèves pouvaient être en capacité de réagir au sein de l'établissement, dans les classes et puis aussi à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que tu as accepté d'être sentinelle ? Moi j'ai accepté parce que je savais que ça parlait du harcèlement et que j'en avais pas fait, j'ai pas été harcelée quand j'étais petite, mais c'est quelque chose qui me rend sensible. J'aime bien aider les gens et on me le dit souvent que
j'aide souvent les autres avant moi et que fallait que je fasse ça. Et du coup, ça concerne en quoi ça consiste en quoi, justement, être sentinelle? Ouais. Ça consiste à repérer les élèves qui se font harceler dans la cour. Il faut d'abord agir sur les harcelés et les spectateurs, c'est ceux qui regardent la chose auprès du harceleur. Donc il faut qu'ils arrêtent de rire aux blagues du harceleur, il faut qu'ils arrêtent de lui prêter de l'attention en fait. Et donc, du coup, on va aider les élèves harcelés à se sentir bien, à aimer venir au collège et voilà, c'est à être content de venir en fait. Une fois que tu as discuté avec quelqu'un peut-être qui se fait harceler ou les spectateurs, tu en parles ensuite à des adultes, c'est ça? Oui, en fait on se réunit dans une salle avec les sentinelles, donc minimum une fois par semaine. Et on parle des cas qu'on a vus de la semaine et on distribue les noms aux sentinelles adultes référents et on voit ce qu'on fait, comment on agit et voilà. Et comment t'es perçue par rapport à tes collègues, tes camarades de classe? Ils trouvent ça bien, ce que tu fais? Au début, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Ils disent sentinelle, c'est quoi? Et puis maintenant, ils sont envieux parce que en fait, ça nous donne un rôle dans le collège. Tout le monde nous connaît. Et donc, du coup, maintenant, ils sont envieux. Ils veulent tous devenir sentinelles, mais voilà. Et toi, du coup, t'es sentinelle parce que t'es rebelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as une force de caractère? Non, pas forcément, mais les rebelles, c'est ceux qui sont ni spectateurs, ni harceleurs, ni harcelés. C'est ceux qui sont au milieu et qui vont être capables de dire, qui vont faire la communication entre le harceleur et les spectateurs, qui vont dire, qui vont essayer d'empêcher les choses, qui vont parler aux professeurs. C'est eux qui vont intervenir pour qu'on s'occupe du harcelé en fait. On les appelle les rebelles, ce sont des élèves qui sont en général capables de dire non et de s'opposer et qui, dans une situation où un élève serait bouc émissaire, qui vont assez naturellement chercher à savoir pourquoi telle ou telle personne va moins bien, pourquoi il est isolé, qui sont en capacité d'aller voir un adulte ou un camarade en disant non mais ce que tu es en train de faire c'est pas bien. Donc ces élèves-là qui ont cette capacité et qui ont aussi un positionnement dans l'établissement qui les rend moins vulnérables que les autres. Voilà, on a essayé de trouver quelques élèves, puis finalement la liste elle s'est allongée. Il y a beaucoup d'élèves qui ont cette capacité. Et puis voilà, il a suffi de leur expliquer. Et puis les premiers se sont manifestés assez rapidement et après ce temps de formation ont décidé de valider leur positionnement au sein de la formation et du groupe.